Regard historique, fracture géopolitique et bruit de bottes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Observactu TV. Le monde que nous connaissions est en train de s'effondrer sous nos yeux. Des décombres de Gaza aux plaines gelées d'Ukraine, de la mer de Chine au couloir paralysé de l'ONU, l'ordre multilatéral vacille. Sommes-nous face à une simple zone de turbulence ou un basculement définitif vers un nouveau siècle d'empire et de rapports de force ? Le droit international est-il devenu une illusion? Pour décrypter ce chaos et chercher les lignes de clarté, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui un observateur privilégié des secrets de la scène internationale. Un homme qui a traversé les coulisses de l'histoire diplomatique contemporaine, l'ambassadeur Jean-Pierre Vettovaglia. Bonjour et merci infiniment d'être avec nous. Bonjour à vous, c'est moi qui vous remercie naturellement. Merci. Alors, Jean-Pierre Vettovaglia, on entend souvent dire que l'histoire s'accélère, mais aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'elle déraille et que les vieux concepts diplomatiques du XXe siècle ne suffisent plus à expliquer le réel. Comment analysez-vous la situation internationale actuelle? Sommes-nous face à une énième crise passagère ou assistons-nous directement au basculement irréversible de l'ordre mondial né en 1945? Oui, c'est une vaste question, notez bien. Donc, vous me donnez une dizaine d'heures pour vous répondre. Plus sérieusement, l'Occident et l'Europe en particulier a 500 ans de domination du monde. Vous n'allez pas vous imaginer que cette domination d'une toute petite partie du monde sur notre vaste planète va durer éternellement. Donc, il y a évidemment une évolution. Cette évolution, elle est logique. Il est logique que l'Europe perde dans son importance impérialiste, si vous voulez, et ne règne plus sur ses colonies comme elle l'a fait depuis le 19e siècle. Donc, il y a une évolution. De plus, rendu nécessaire par le fait que vous avez d'autres puissances qui montent. Vous avez la Chine qui grandit en importance politique. Vous avez la Russie qui revendique sa place. Vous avez l'Inde qui revendique sa place. Et vous avez d'une façon générale ce qu'on appelle le Sud global. Et vous avez Dominique Moïsi qui divise le Sud global en Sud global et en Orient global. Donc, il est assez logique de faire face à des gens qui, d'abord, ne sont pas contents de ce qui s'est passé ces centaines de dernières années et qui revendiquent leurs droits. Et il y a là une certaine forme de logique. Vous ne pouvez rien contre ces grands mouvements de l'histoire. C'est tout simplement un développement naturel de puissances qui montent et de puissances qui doivent réduire leur rôle, comme l'Europe. Restent les États-Unis qui n'arrivent pas à abandonner leur rôle de puissance hyper-hégémonique, comme disait un ancien ministre des Affaires étrangères français. On a, notez bien, depuis très longtemps, prédit plusieurs fois la chute, le déclin des États-Unis d'Amérique. À chaque fois, cela s'est révélé faux. Et il ne faut pas imaginer que si la politique étrangère des États-Unis reçoit des coups, ça ne veut pas dire que les États-Unis vont disparaître de la surface du globe. Ils restent, et ils resteront toujours, un leader très important de notre monde, parce qu'ils sont très en avance dans un certain nombre de domaines. Le problème est que cette hyper-hégémonie et ces tentatives d'intervention militaire, comme on l'a vu en particulier depuis 2001 et George Bush, tout ça touche à sa fin. Parce qu'ils ne peuvent plus imposer cette hyper-hégémonie par les armes, comme ils l'ont fait. On a bien vu avec l'Iran, il n'y a pas eu de troupes américaines sur le sol. Donc c'est une évolution, ça n'est pas une révolution, parce qu'elle faisait partie des cartes.
Et c'est une lecture de l'avenir à laquelle se livrent des dizaines, voire des centaines d'auteurs. On n'en connaît pas tous les détails, mais la direction est donnée, comme je viens de vous le dire. Si les institutions multilatérales ne parviennent plus à réguler les tensions, quel est le nouveau moteur des relations internationales aujourd'hui? Le pur réalisme basé sur la puissance ou le retour des blocs idéologiques? Regardez bien, c'est une question intéressante parce que en 1945, et pour la première fois dans notre monde, vous avez eu une organisation internationale qui a mis la guerre hors la loi. Hors la loi. Et naturellement, cela intervenait après une deuxième guerre mondiale qui avait été particulièrement désastreuse. Donc ça partait d'un bon mouvement. Sauf que il est clair et établi que déjà depuis 1945, les États-Unis en particulier n'allaient pas se laisser dicter leur attitude par une organisation internationale. Et c'est la raison pour laquelle ils ont imposé le veto. Si jamais l'ONU, avec son droit international, son nouveau droit international irréprochable, devait les ennuyer, il y avait le veto. Et ils l'ont utilisé à de très nombreuses reprises. J'ai été moi-même, pendant presque 20 ans, accrédité auprès des Nations Unies. J'étais à New York, j'étais à Genève, j'étais à Vienne, à Paris, à l'UNESCO. Donc, ce monde organisé en 1945 a eu énormément de mérite. Les Nations Unies ont eu du mérite et ils ont fait des tas de choses qui étaient tout à fait bonnes et qui méritaient largement la création de cette organisation. À présent, Raymond Aron ne croyait pas du tout dans le droit international. Il disait, pour une raison simple, c'est que le droit international, il n'existe pas parce qu'il n'y a personne pour le mettre en vigueur. Vous allez vous chercher une puissance exécutive qui mettrait le droit international en vigueur. Mais de nombreux pays de taille moyenne, de petite taille, comme la Suisse en particulier, ont compté sur le droit international pour les protéger. Le droit international est le protecteur des puissances petites et moyennes. Mais vous voyez très bien qu'à partir du moment, et c'est arrivé très tôt, où les États-Unis ont commencé à appeler le droit international le Rules-Based Order, c'est-à-dire les règles faites à Washington, il n'y a plus de droit international qui tienne. Et on assiste à une période aujourd'hui où il faut bien se rendre compte d'une chose, la force est le principe qui conduira probablement toujours les allées et venues sur notre planète. J'ai un ministre des Affaires étrangères que j'aimais beaucoup, qui a écrit un livre sur la paix, chez Slatkin d'ailleurs, le même éditeur que moi, et où 20 fois par page, il parle de la paix. Alors c'est très bien la paix, mais vous ne pouvez pas obtenir la paix en agitant un moulin à prière chinois, lorsque vous devez vous rendre compte que vous avez devant vous des puissances qui mettent en avant ce qui pour moi a toujours régi en fait de façon plus ou moins en surface, plus ou moins évidente, la loi de la jungle. La loi du plus fort. Tout à fait. Après plus de 2 ans de conflits de haute intensité, quel bilan tirez-vous de cette séquence historique, si l'on prend de la hauteur, qui en sort renforcée sur l'échiquier géopolitique? Qui sont les grands perdants au Moyen-Orient? Vous parlez du Moyen-Orient, donc de la guerre. Les grands perdants, ce sont les États-Unis d'Amérique, qui, je crois, laissent beaucoup de plumes dans leur soutien total, radical à Israël, d'autant qu'Israël pratique des politiques que plus personne ne comprend sur la planète Terre et qui lui valent beaucoup d'aigreur, même parmi les plus chauds partisans d'Israël. Donc les États-Unis d'Amérique n'ont pas pu rendre
l'Iran a raison. C'est donc un échec de cette tentative mal pensée, mal exécutée de Donald Trump. Et je pense que le deuxième perdant, c'est Israël, parce que pour un bon bout de temps, en tout cas, tous les efforts ce qu'on appelait les accords d'Abraham sont suspendus et on imagine mal, évidemment, dans la situation actuelle, l'Arabie saoudite et d'autres États du Golfe renouer avec enthousiasme avec Israël, d'autant que la politique du Likoud est claire et elle heurte de front, en tout cas, la quasi-totalité des gouvernements européens. C'est la réalisation du fait qu'Israël est en train de concevoir un État sioniste, un seul État juif de la mer Méditerranée au Jourdain. Le dessin est clair. Le gouvernement de Benjamin Netanyahu semble déterminé à redessiner la carte de la région justement par les armes. Avec votre regard d'homme de terrain, doit-on y voir l'exécution méthodique d'un projet idéologique et territorial ou s'agit-il avant tout d'une stratégie de survie politique et militaire de son dirigeant? Écoutez, je vois très bien à quoi vous faites allusion, naturellement. Il ne faut pas réduire la politique israélienne à des problèmes que M. Netanyahou peut avoir ou ne pas avoir avec la justice de son pays. Il y a là ancré, je crois, dès le départ, puisque personnellement, j'ai retrouvé des textes du milieu du 19e siècle qui laissent clairement à penser que l'idée est d'avoir un État d'Israël qui s'étend, comme je l'ai dit, au moins de la Méditerranée au Jourdain. Donc, il y a la mise en place de toute autre chose que ce à quoi l'Europe va penser, c'est-à-dire la théorie des deux États. La théorie des deux États n'a plus cours en Israël. Je crois qu'on le voit de façon extrêmement claire. Idéologie plutôt. Donc. Tout à fait. Gaza, le Liban, la Syrie, quand on regarde l'ancrage des traumatismes de part et d'autre, la perspective d'une coexistence pacifique entre Israël et ses voisins est-elle définitivement enterrée pour les prochaines générations? La solution à deux États, justement, est-elle cliniquement morte? Elle est cliniquement morte. À présent, l'histoire se déroule sur le long terme. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui ce que le monde sera dans 2 générations. Je me suis beaucoup occupé de prospective. Et je dis toujours, une prospective de 5 ans n'est plus de la prospective, c'est de la divination. Donc, sur une génération, vous pouvez probablement envisager les conséquences. Et les conséquences, c'est un Moyen-Orient qui va devoir lutter contre la prétention d'Israël à s'étendre sur un territoire est peut-être plus grand que celui auquel on pense, puisqu'il pourrait comprendre une partie du Liban, une partie de la Syrie, une partie de la Jordanie, Sinaï, etc. Donc, personne aujourd'hui n'est optimiste. Les forces en place en Israël ne nous incitent pas non plus à l'optimisme, puisqu'on voit qu'il y a tout de même une très forte majorité des Israéliens qui envisagent un seul État. Un sondage d'ailleurs avait montré que plus de 80% de la population était favorable, en effet. Tout à fait. Abordons donc l'Iran et les limites de la puissance, justement. Venons-en donc au cœur névralgique de cette tectonique des puissances. Nous avons assisté à ce que beaucoup qualifient désormais de guerre israélo-américaine contre l'Iran. Oui. Pour mobiliser l'axe de Téhéran. C'est le coût stratégique de cette guerre qui a mené à l'annonce spectaculaire d'un protocole d'accord entre l'administration Trump et la République islamique. Pourtant, à peine l'encre de cet accord séchée, Israël bafoue ouvertement ce cadre
en intensifiant de façon unilatérale ses frappes au Liban. Ma question, comment jugez-vous le bilan stratégique de cette confrontation avec l'Iran? Téhéran sort-il affaibli et isolé ou ce conflit a-t-il au contraire démontré les limites de la puissance militaire combinée de Washington et de Tel Aviv? Commençons par votre dernier point. Je crois que ce qui s'est passé en Iran démontre très bien que et les États-Unis et Israël n'arriveront pas à bout de ce régime, ne serait-ce que par quelques dizaines de milliers de bombardements. Ça n'est tout simplement pas possible. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Le premier problème, est-ce que c'est Israël qui régit les États-Unis, comme on l'a entendu parfois, ou est-ce que c'est les États-Unis qui contrôlent Israël? On ne sait plus très bien jusqu'où vont les possibilités des États-Unis dans cette guerre. Et pour la première fois dans l'histoire, ils ne sont pas forcément main dans la main, parce que pour la première fois dans l'histoire, les États-Unis semblent avoir un agenda différent que celui d'Israël. Oui. D'où une imbrication incroyablement compliquée, où vous avez les États-Unis qui sont disposés à signer un accord avec Israël, ça devient urgent. Autrement, M. Trump va perdre les midterms, ce qui est catastrophique. S'il perd la majorité dans les deux chambres, la seconde partie de son mandat connaîtra des difficultés. Et ce que veut Trump ne convient pas à Israël, puisqu'il désire maintenir la pression sur le Hamas d'une part et le Hezbollah de l'autre. Donc il y a un problème particulier, nouveau, de relation entre ces deux États qui ont toujours joué le jeu main dans la main. Je vous rappelle le nombre invraisemblable de vétos américains aux Nations Unies destinés à protéger Israël des condamnations prononcées par l'Assemblée générale ou par le Conseil de sécurité. Et puis vous avez l'Iran. Je vous rappelle que le Shah a envoyé ses étudiants étudier en Europe, dans des universités de gauche, et toute l'Europe occidentale a été ravie de voir tomber un dictateur. C'est un peu invraisemblable parce que moi qui ai une affiliation très particulière avec l'Iran, puisque j'ai été marié 51 ans à une Iranienne, je peux vous dire que je connais assez bien le régime, et le régime du Shah a apporté évidemment des progrès économiques considérables au pays. Il avait une main ferme. Il détestait en particulier les communistes, qui le détestaient beaucoup en retour, mais on ne peut pas dire que l'Iran a été un régime de tortionnaires comme la gauche a voulu l'accabler en Europe. Maintenant, on a ce régime qui est un régime extrêmement dur, avec des relations qui ne sont en général pas comprises en Europe, puisque vous avez d'une part une hiérarchie religieuse et d'autre part un pouvoir civil ou bien pas des philosophies, mais bien des vues sont pas toujours convergentes. Le fait est que il y a une discussion constante en Iran entre les uns et les autres pour arriver à un consensus. Et l'essentiel est que l'ayatollah Khomeini et son successeur ont dit, écoutez, nous, on va légitimer l'autorité de Velayat et Faqih, vous nous protégez. Le reste, c'est vous qui gouvernez le pays. Et c'est très difficile à renverser, parce que si vous additionnez l'armée, les Pasdaran, les Bassidji, etc., vous avez une force militaire, armée, qui est pratiquement impossible à relever de ses responsabilités. Et les Iraniens, c'est pas un défaut, mais c'est pas un peuple révolutionnaire.
Vous pouvez descendre dans la rue pendant quelques jours et puis après, on ne vous entend plus. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une partie du régime qui vit très très bien, qui réalise des profits impressionnants, qui vivent une vie à peu près normale. Dans le nord de Téhéran, les femmes peuvent sortir sans voile. Il y a quelques menus progrès et on a l'impression, enfin c'est l'impression que j'ai toujours eue, que ceux qui peuvent vivre sous ce régime bien dans de magnifiques villas, avec de magnifiques voitures, avec d'importants revenus et des voyages nombreux à l'étranger, ce ne sont pas des révolutionnaires. Et je ne vois pas aujourd'hui comment ce régime-là, on pourrait s'en débarrasser. Je n'ai aucune sympathie pour ce régime. Ma belle famille en a beaucoup souffert. Mais je l'ai écrit d'ailleurs une dizaine d'années dans Orient Stratégique, une revue française, où tout ce que j'ai dit est toujours valable aujourd'hui. Je ne vois pas les forces qui pourraient remplacer les Pasdaran, d'autant que dans d'autres régimes, l'armée peut prendre le pouvoir, mais en Iran, l'armée fait partie de ce régime. Donc je vois une situation bloquée, et je vois une situation renforcée, parce que lorsque vous attaquez un régime pour lequel, je le souligne, vous n'avez aucune sympathie quelconque, ce régime trouve le moyen de se défendre et on aboutit à une situation en matière de droits de l'homme, si vous voulez, encore beaucoup plus compliquée qu'auparavant. Donc on a une situation en Iran qui est très difficile. Ils vont s'en sortir parce que l'Amérique va céder, va rendre de l'argent, va peut-être enlever des sanctions. Mais j'ai beaucoup de craintes pour tous les civils iraniens qui espéraient de cette guerre trumpienne la solution de ces problèmes. Finalement, on a renforcé l'autoritarisme. Tout à fait. Comment analysez-vous, en tant que diplomate, ce court-circuitage en règle du protocole d'accord Trump-Iran par la poursuite des offensives israéliennes au Liban? Qu'est-ce que cela révèle sur les limites de l'influence réelle de Washington sur son allié historique? L'agenda de Tel Aviv a-t-il définitivement pris le pas sur les intérêts stratégiques américains? Il n'y a rien de définitif en politique étrangère. Et j'ai écrit récemment un article pour l'Académie de géopolitique de Paris sur l'influence de la politique israélienne sur les États-Unis. Il est tout à fait évident, sans entrer dans les détails, que Netanyahou a obtenu l'accord de Donald Trump pour l'accompagner dans ces entreprises militaires à l'égard de l'Iran, en lui laissant miroiter le fait que le régime tomberait et que la population iranienne reprendrait ses droits. On sait, parce qu'un livre est sorti quasiment verbatim des négociations qu'il y a eu à la Maison-Blanche, et on voit que Rubio, Hexet, d'autres étaient extrêmement méfiants au sujet de ce plan. Mais Trump a décidé de l'adopter. Donc, on a vu, main dans la main, comme d'habitude, Israël mener la barque. Et cette barque est allée très loin, et maintenant Trump voudrait arrêter les choses. Mais il ne le pourra pas. Parce que le régime israélien est décidé à aller de l'avant, ce qui hypothèque évidemment tout accord entre les Iraniens, qui sont des négociateurs incroyablement brillants, et les Américains. Donc, à chaque fois, tout progrès va buter sur le fait que les Iraniens pourront dire « mais Israël ne respecte pas l'accord ». Et donc, ils vont se retirer. Et ils savent que plus longtemps ils font durer ces incertitudes, plus Trump sera mal à l'aise à l'égard du mois de novembre qui s'approche. Voilà un petit peu une situation qui est passablement inextricable. Et vous remarquerez que Trump a annoncé 150 buts de guerre. Maintenant, on ne parle plus dans les premières négociations
de technologie nucléaire et d'enrichissement d'uranium. Donc, c'est difficile à saisir. On ne sait pas très bien ce que les uns et les autres veulent, mais c'est sûr que les Iraniens, dans un premier temps, vont vouloir avoir des garanties en matière de restitution de leurs fonds, en matière d'abandon des sanctions, et sur deux ou trois autres choses, les trois d'Ormuz. On parlera après. Mais même ça est problématique si tous les jours Israël s'aborde, évidemment, les accords préalables. Donc je ne vois pas très bien quelles sont les possibilités à court terme d'un accord substantiel qui serait respecté. Face à ce blocage majeur des négociations de crise s'ouvre à Genève pour tenter de sauver ce protocole d'accord. Est-ce la preuve que lorsque la diplomatie transactionnelle bilatérale échoue, les puissances sont condamnées à revenir à la méthode multilatérale et neutre pour éviter l'embrasement? Je ne suis pas au courant de négociations particulièrement avancées après ce qui s'est passé à Lucerne ou Bürgenstock. Donc c'est sûr qu'il y a des négociations qui continuent, mais à un niveau technique, très technique. Et au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que les négociations au niveau technique peuvent sauver un accord. Il faut un accord majeur, politique, qui engage les dirigeants de ces pays. Donc le but, c'est de faire traîner les choses et de voir naturellement si on peut pousser Israël à se calmer au Liban et d'avoir une attitude visant à résoudre ces problèmes avec le Hezbollah en particulier. C'est un sujet extrêmement difficile parce que vous avez quantité de ressorts qui sont en jeu et pas forcément coordonnés les uns avec les autres. L'avenir nous le dira. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Attendons. Passons à l'Ukraine et la guerre froide commerciale. Pendant que les yeux sont rivés sur le Proche-Orient, le front européen, lui, continue de saigner et de s'enliser. En Ukraine, la guerre d'usure s'éternise, tandis qu'à l'autre bout du globe, une autre confrontation plus silencieuse, mais tout aussi dévastatrice, s'intensifie entre Pékin et Washington à coups de taxes douanières agressives. Si l'on s'extrait du récit militaire quotidien, quelles sont, selon vous, les erreurs d'analyse géopolitique commises de part et d'autre au cours des 2 dernières décennies qui ont rendu ce conflit russo-ukrainien inévitable? C'est vous qui dites qu'il est inévitable et vous êtes l'une des rares à le dire, parce que lorsque vous prétendez qu'il est inévitable, vous faites un choix. Et ce choix, c'est celui de dire que la politique de l'OTAN a toujours été la même depuis sa création, à savoir l'affaiblissement, si ce n'est le démembrement de l'Union soviétique, puis de la Russie. Personnellement, je ne pense pas que cet objectif stratégique de l'OTAN ait changé. Par voie de conséquence, l'OTAN a cherché à s'étendre de plus en plus vers les frontières de la Russie et après le coup d'État de 2014, on a bien vu que le but des uns était de pousser l'autre, l'Ukraine, à la guerre contre la Russie. C'est une guerre donc qui se fait clairement entre l'OTAN et la Russie par mort ukrainien interposé. Des Ukrainiens d'ailleurs qui avaient dit dès le départ qu'il faudrait une guerre avec la Russie pour garantir en quelque sorte l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Les plus hauts responsables de l'État l'ont dit, l'ont écrit, on a pu le lire. On ne peut pas le nier aujourd'hui. Le fait est que vous êtes estomaqué
par le travail accompli par des officines ukrainiennes, anglaises, américaines et autres, pour fabriquer un narratif qui met la faute exclusivement sur la Russie, qui un beau jour a décidé d'attaquer l'Ukraine sans raison. Je rencontre des tas de gens à Paris qui me disent « mais comment ? Il y avait des raisons ?» Et je leur parle des bombardements de l'armée ukrainienne sur les Ukrainiens parlant russe du Donbass, et on ne me croit pas. Ah oui. Quand je leur dis « mais lisez les rapports de l'ONU ou les rapports de l'OSCE qui font état de 14 000 morts d'Ukrainiens russes sous les bombardements ukrainiens, et je leur demande si ce n'est pas une raison pour essayer de protéger les Russes, on me dit « mais je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça ». Et vous avez, permettez-moi juste ce petit aparté. Oui. Vous savez, un Français qui s'appelle Benoît Paré, qui était observateur de l'OSCE en Ukraine, je pense entre 2014 et 2020, qui a écrit un premier livre qu'il n'a pas pu publier, parce que personne ne voulait le publier. Il aura une conférence à Paris dans quelques jours pour présenter son deuxième livre. Et lui était en Ukraine comme observateur et il racontait ce qu'il voyait. Eh bien, je vous assure que si vous lisez son livre, vous n'en dormez pas pendant plusieurs jours. Les traitements qu'ont subis ces Ukrainiens de langue russe sont tout simplement effrayants. Donc là, on a une guerre qui a l'air de s'éterniser. Il y a une guerre qui est en train de s'éterniser. On ne voit pas très bien comment elle pourrait se terminer autrement que par une prise de possession du Donbass ukrainien à 100%. À ce moment-là, les Russes arrêteront le combat, encore que Poutine n'est pas acceptable. C'est la présence de l'extrême droite et la présence de troupes combattantes arborant des insignes, disons, un peu douteux. Donc moi, je ne vois pas là non plus une paix dans un avenir très rapproché. Plutôt sombre, donc. Face à cette loi du plus fort, une question fondamentale se pose, celle des règles du jeu. Le droit international semble aujourd'hui être devenu une arme rhétorique que l'on brandit uniquement quand cela arrange nos intérêts. On va conclure. Le système institutionnel de l'ONU est-il en train définitivement d'être vidé de sa substance ? Évidemment, tout ce qui concerne la sécurité aux Nations Unies est entre parenthèses. Mais les Nations Unies, ça n'est pas seulement le Conseil de sécurité. C'est une vaste organisation qui continue à travailler dans le vaste monde avec une quantité d'agences spécialisées. Donc, vous ne pouvez pas rayer de la carte les Nations Unies. Il se trouve que tout simplement, cette organisation, qui n'est pas une organisation si ce n'est que la réunion de ses pays membres, il se trouve qu'au sein de ces pays membres, il y en a un certain nombre qui ne peuvent plus garantir la gestion du monde autrement que par la force. Et c'est une force, je termine par là, je le rappellerai tout à l'heure dans cette conférence sur la neutralité suisse, lorsqu'on parle de la Suisse et du droit international public, mais vous pouvez appliquer ça à n'importe quel pays occidental, lorsqu'il y a des violations du droit international public commises par les États-Unis ou par les pays occidentaux, on n'en parle pas. Mais on dénonce violemment toutes les plus petites violations qui sont commises par l'autre partie. Je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas le voir. Tout à fait honnête. Alors, je me permets une petite parenthèse. De nombreux bruits se font jour et ce n'est pas de notre fait. On en est désolé. Donc, j'espère que l'émission sera en tous les cas suffisamment audible. Merci de nous excuser pour ces petits désagréments. Je vous en prie, c'était un plaisir. Ça n'est pas terminé. On va poursuivre un petit peu.
suis à votre disposition. On a encore un peu de temps finalement. Donc, la force a-t-elle définitivement remplacé le droit, nous ramenant à l'état de nature où chaque État doit se réarmer pour sa propre survie? Chaque État, je ne sais pas, mais naturellement, la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Inde et l'Europe cherchent naturellement à se réarmer sous la pression de bellicistes comme M. Macron, M. Starmer, il n'est plus là, et le chancelier allemand. Mais ces bruits de guerre sont très inquiétants. J'ai un peu tendance à les défausser en ce qui concerne l'Europe, parce que l'Europe n'a véritablement pas la puissance militaire pour s'opposer à qui que ce soit. Je crois qu'on peut mettre toute l'armée britannique dans un stade de football. C'est pas très impressionnant quand il faut se battre sur des milliers de kilomètres. Donc, personnellement, je regrette ces bruits de guerre. Il y a quelque chose à régler entre la Russie, l'Occident et bien entendu avec l'Ukraine. Et on devrait pouvoir y arriver. À présent, utiliser cela pour affoler la population, distribuer des documents comme quoi la guerre nucléaire est imminente, comme la France, des pays scandinaves, l'Allemagne l'a fait. Ça rappelle la Suède des années 60 où on bâtissait des abris anti-atomiques. Et hier, j'étais à Berne et j'étais dans un tram. Et dans un tram, il y avait une publicité, une citation d'un article d'un journal contrôlé par un grand groupe de presse en Suisse qui disait « La Russie est le pire ennemi de la Suisse ». Donc, je pose la question, mais où va-t-on avec ce genre de propagande? Et en fait, toutes les questions que vous m'avez posées aujourd'hui relèvent du fait que nous sommes enfermés dans une explication de l'actualité qui tient à des narratifs. Et lorsque le narratif est bien ancré dans les esprits de vos politiciens, de vos médias, il est extraordinairement difficile de s'en sortir. Vous avez, j'ai donné des cours sur la propagande politique à l'université de Lyon, et je peux vous dire que les grands auteurs du viol des foules par la propagande politique, comme Serge Tchakotine, insistent sur le fait que lorsque vous êtes persuadé d'une chose, il est pratiquement impossible de vous en persuader d'une autre, parce que vous ne voulez pas avoir l'air de vous être trompé et d'avoir changé d'avis. Et c'est Nietzsche qui a dit les gens prennent peur lorsqu'on essaye de leur faire changer d'avis. On sent bien cette atmosphère en ce moment, c'est clair. Alors, dans cette jungle internationale, quelle carte peut-on encore jouer? Quelle carte, pardon, peut encore jouer la Suisse? Sa neutralité historique mise à l'épreuve par les vagues de sanctions économiques et sa tradition de bons offices ont-elles encore un poids, une utilité? La Genève internationale peut-elle encore être le laboratoire de la désescalade? Vous me volez ma conférence. Non, mais toute petite parenthèse de tout à l'heure. Oui, parce qu'on développera justement. Je vais essayer de vous répondre en une phrase. Lorsque vous choisissez d'appliquer 30 000 sanctions à la grande Russie, comment voulez-vous que la dite Russie considère que vous êtes toujours neutre? La Suisse a ce raisonnement que j'expliquerai tout à l'heure, qui fait que les sanctions ne font pas partie, mais alors vraiment pas partie, de l'obligation d'un neutre réduite au fait qu'il n'y a pas de participation militaire dans un conflit entre deux belligérants. Alors, allez me dire que 30 000 sanctions n'ont pas un impact sur la Russie, alors que vous aidez par ailleurs l'Ukraine sur le plan humanitaire, etc., les réfugiés, c'est pas très sérieux. Les Russes ne s'y sont pas trompés. Et vous savez, les sanctions, c'est quelque chose qui n'est utilisé que par les grands
pour réduire les petits à obéissance. L'Union européenne, c'est grand. Elle peut éventuellement prendre des sanctions contre la Russie. Mais la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est la petite Suisse qui sanctionne la Russie. Est-ce que vous avez déjà vu la Côte d'Ivoire prendre des sanctions contre Paris? J'ai jamais vu une île des Caraïbes prendre des sanctions contre les États-Unis d'Amérique. Donc là, il y a quelque chose de vicié. Et ça, c'est une première chose. Et donc, vous parliez des sanctions. Et à partir du moment où vous avez une politique à l'égard d'Israël, puisque c'est les deux grands conflits du jour, hein, lorsque vous avez une politique littéralement pro-Likoud du Conseil fédéral, vous vous demandez, vous êtes, disons, légitimé à vous demander, sans être un révolutionnaire, où est la neutralité? Alors, à partir de ce moment-là, naturellement, les Russes ne veulent plus vous voir. Et il s'agit tout de même de puissance du Moyen-Orient, donc il n'est pas illogique que l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Pakistan s'en mêlent. La Suisse n'est plus au centre du monde. Lorsqu'elle est au centre de l'Europe, il était naturel de venir chez elle. Alors évidemment, elle reste un hub, et Genève est là au milieu de l'Europe. Elle peut toujours être utile, mais il faut vraiment comprendre le fait que ce basculement du monde fait aussi basculer les pays qui offriront leurs bons offices et leur médiation. Quand vous regardez les années à venir, l'homme d'expérience que vous êtes est-il habité par l'inquiétude d'un embrasement généralisé ou discernez-vous dans les interstices de la crise actuelle des raisons d'espérer un retour à la raison, à la négociation ou au dialogue? Moi, je suis d'un naturel optimiste. Et je ne vois pas, sincèrement, les chars russes sur le Rhin menacer la Suisse ou l'Allemagne ou des pays européens. C'est tout simplement une aberration de l'esprit. Ça ne va pas se passer. Ceux qui veulent une guerre nucléaire en disant qu'il reste 85 secondes avant l'apocalypse, je pense aussi, n'ont aucune idée de la complexité avec laquelle les gouvernements dotés d'une puissance nucléaire réagissent. Vous avez des dizaines, je n'exagère pas, vous avez des dizaines de milliers de pages en Russie et aux États-Unis qui expliquent que si ça se passe là, voilà comment on peut répondre. C'est extraordinairement, c'est de la droguerie, c'est de la pharmacie. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire une petite chose et l'autre va réagir avec une énorme chose. Tout est très équilibré. Donc je ne crois pas non plus à une guerre nucléaire. Et je pense que sur le plan politique, les partis en France, en Angleterre et en Allemagne qui sont franchement bellicistes n'ont pas un grand avenir politique. Donc je suis plutôt, si vous voulez, optimiste et il faudra du temps, mais je pense que sur le moyen terme, on arrivera à calmer cette situation. D'autant plus que, et c'est une révélation qui nous vient des États-Unis, jamais les observateurs politiques, même ceux qui sont de religion juive, américaine, religion juive, n'ont vu une telle perte de soutien à l'État d'Israël. C'est clair. Terminons donc avec cette petite note de fin positive. Un immense merci, Jean-Pierre Vitopaglia, pour la clarté de votre analyse. C'est un grand plaisir. Votre précision et pour avoir apporté cette hauteur de vue si précieuse sur notre plateau. Quant à vous, merci de nous avoir suivis sur Observactu TV. Merci à vous. Pour que le débat reste vivant, que l'information reste libre, indépendant et loin des sentiers battus, nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous, aimez, partagez cette vidéo. Merci encore infiniment. C'était un plaisir. Au plaisir d'échanger à nouveau.